surtout qu'il a été ministre et tout ça. Mais vous l'avez bien fait, vous avez fait, comment dirais-je, ressorti une carte assez luxueuse, on va dire ça comme ça, entre guillemets, de M. Gagnon Soglo, M. Daouda Gagnon Soglo, parce qu'il faut être très très précis. Alors, ma première question, effectivement, comme Lolo l'a dit, on a, comme on dit, un canevas à suivre qui est très très important. On voit que vous êtes sur le terrain depuis un petit moment. Hein, quand on regarde votre page Facebook, pour ceux qui s'y intéressent, comme moi, je vois effectivement que vous êtes depuis un bon bout de temps sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi Gagnon Soglo est sorti? Beaucoup posent cette question. Moi, ma première question va être simple comme bonjour. Comment se sent-on quand on n'est plus ministre? Merci Jacques Roux. Tout d'abord, je voudrais remercier le Club Océan et tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Écoutez, on se sent très bien quand on sort du gouvernement et qu'on a le sentiment d'avoir eu le privilège, la chance de travailler pour son pays. Après 4 ans au gouvernement, on se dit qu'une autre page peut être ouverte sans remords, sans amertume. Au contraire, il faut remercier le chef de l'État de m'avoir donné cette opportunité d'avoir eu à travailler dans 2 départements qui, à mon sens, sont les plus importants. Ils sont souvent négligés, mais je crois que le département des sports, de la jeunesse, et le département de la culture et de l'alphabétisation sont 2 départements qui touchent la majorité de notre population. Alors, c'est vrai que vous avez été très 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 populaire, il faut le souligner. C'est vous qui le dites. Hein. Ah oui, non, il faut le reconnaître, vous, même si beaucoup ici n'aiment pas ceux qui réussissent dans leurs œuvres ou alors dans leur parcours. Je vais tout simplement dire une chose. Après, effectivement, vous m'avez pas répondu, hein, comment on se sent. Vous avez dit bien, mais comment on se sent dans sa tête? Comment on est dans sa tête quand on n'est plus ministre? Parce que bon, il y en a qui s'arrachent les cheveux, hein. Vous n'en avez plus beaucoup, mais il y en a qui, quelque part, comment dirais-je, se prennent la tête par rapport à ça, parce que c'est toujours pris comme un échec quand on n'est plus ministre, quand on est sorti du gouvernement, quand ceci. Moi, j'ai pas envie de savoir effectivement qu'est-ce qui vous arrive, mais je veux juste savoir comment on se sent. Est-ce qu'on se sent soulagé de toutes les tâches qu'on vous a données, ou alors quelque part on se dit, bon, il va falloir maintenant, en homme politique, peut-être, en homme politique que vous êtes, peut-être maintenant se pencher sur le vrai problème, aller sur le terrain comme vous le faites à l'heure actuelle, ou alors quelque part on se dit, alors, il y en a marre un peu de cette vie politique, de politicien, et il faut absolument que je fasse autre chose, parce que vous êtes économiste, comme Lolo l'a dit tout à l'heure au début. Non, mais disons que j'ai eu la chance d'être déjà passé par là. À un autre niveau, mon père avait été chef de l'État, et quand il a perdu le pouvoir en 1996, écoutez, votre téléphone ne sonne plus, vous ne passez plus par le salon d'honneur, mais très rapidement, quand vous avez la tête sur les épaules, quand vous savez remettre les choses à leur place et dans leur contexte, cela se passe très bien. Donc il est évident que quand je suis devenu ministre, j'ai toujours su que de toute façon on ne naît pas ministre. On le devient et ça peut s'arrêter à tout moment. Donc je ne l'ai pas ressenti mal ou éprouvé de la gêne. Au contraire, sur un certain plan, j'ai éprouvé de la joie de retrouver une certaine liberté, de prendre le temps pour moi, parce que quand vous êtes ministre, vous n'avez plus de temps. Les week-ends sont consacrés à votre travail sur le terrain, au fait d'aller aux rencontres de la population. En plus, j'avais 2 départements qui m'amenaient à travailler dans tout le pays. Et donc, je crois qu'après 4 ans, il y a une certaine fatigue normale. Donc, j'étais heureux de retrouver une certaine liberté, la liberté de retrouver mes amis, mes parents, mes enfants. Et donc, non, je dirais l'après-ministre, c'est pour moi passé tout à fait naturellement. Alors on sait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire aussi, on va dire que du côté, par exemple, de M. Sarkozy, le vit mal, il ne se rase plus, alors que vous êtes rasé. Oui, mais lui, c'est une autre chose. Lui, il était dans la vie politique quand même. Hein, bon. Ah ouais, quand on vous appelle président pendant 4 ans, après on vous appelle M. Sarkozy, ou alors on vous appelle M. Daouda Soglo, simplement comme ça. Lolo a dit alors M. le ministre, mais bon, c'est vrai qu'on reste ministre après. Ça reste à vie quand même. Hein. Oui, mais quand on a passé un certain temps, oui. Je devrais dire, Jacques, que pour ma part, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que les Béninois, les Béninoises m'appréciaient. Vous savez, quand je voyage, quand je rentre à Cotonou, quand je passe tout naturellement
par là où passent la plupart des gens qui arrivent dans notre pays, je vois quelle chaleur, quel amour les gens me donnent. Ouais. Et donc, vous vous dites, ils me reconnaissent un certain travail que j'ai eu à effectuer. Et donc, ça vous emplit de joie, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes ministre, vous êtes, ou quand vous avez des postes à responsabilité, vous êtes un peu coupé des gens. Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc, Ouais, ouais. pour ma part, quand je vais dans n'importe quelle administration, les gens me reçoivent avec beaucoup De politesse, oui, ouais. beaucoup de joie, et je le sens. Et donc, je tenais à vraiment les remercier pour cela, parce que je n'ai pas eu le sentiment de traverser du désert. Alors, effectivement, vous me permettez de faire la transition. Les gens, ces gens-là, effectivement, dont vous devez vous occuper, vous, les hommes politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de récession qui sévit dans le monde. En tant qu'économiste, donc Lolo, si vous le permettez, on va donc attaquer directement sur le plan économique par rapport à la vie du Bénin aujourd'hui. Alors, déjà, comment vous pensez-vous lutter contre cette, et surtout sortir de cette perfusion de la récession, on va dire ça comme ça, et puis d'un autre côté, et se dire maintenant, bon, quels sont les moyens qu'on peut utiliser? Qu'est-ce que vous proposez à la société? Parce que j'ai l'impression que depuis que le Bénin a laissé la conférence nationale, les gens ne se parlent plus, monsieur Demisoglo. Les gens ne se parlent plus, et dans un pays où on ne se parle pas, c'est un pays qui se meurt, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui vous avez un homme politique sur une autre chaîne certainement à la même heure qui est en train de défendre comment dirais-je, une idée, mais il n'a personne pour la contradiction. Là, Exactement. c'est la même chose. On a essayé de vous trouver un contradicteur. On n'en a pas trouvé. Est-ce que vous trouvez normal que dans votre pays, déjà, ça c'est la première question, et vous attaquez le volet économique juste après, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut continuer comme ça, à ne pas se parler, alors que vous avez la possibilité, et vous ne l'avez pas du tout refusé, vous voulez avoir un homme politique en face de vous qui va vous apporter une contradiction par rapport à ce que vous avez, idée contre idée, pour effectivement faire avancer le Bénin? Ça, c'est la première question. Et maintenant, au niveau de la perfusion, de la récession, comment fait-on pour sortir de là? L'économiste que vous êtes va nous répondre. Écoutez, je crois que il est évident que malheureusement, au sortir de cette conférence nationale de 1990, nous nous sommes rendus compte que tout est politisé au Bénin, mais c'est aux hommes politiques, d'abord par leur comportement, comme le disait Feu Oufoueboni, il faut la paix, c'est un comportement. Et vous avez raison, et j'espère que vous allez initier ce genre de rendez-vous entre les hommes On politiques. va même les provoquer. On va tout faire pour les provoquer parce que c'est important de se pencher sur le Oui, problème d'un pays. Et il n'y a que les intellectuels comme vous qui pouvaient le faire. c'est vrai que la contradiction, elle est bonne. Je dis souvent que derrière une critique, il n'y a pas qu'un aspect négatif. Ouais. Si vous le prenez bien, vous prenez l'aspect positif pour essayer de vous améliorer. Et un individu, quel qu'il soit, ne peut pas totalement avoir tort et totalement avoir raison. Donc j'espère que nous aurons des émissions où on va débattre, Ouais. où on aura des idées contradictoires pour pouvoir faire avancer notre pays. Sans s'insulter, bien sûr. D'abord, les Avec le insultes, respect. vous savez, les insultes, c'est pour les faibles. Moi, j'ai été 10 ans dans l'opposition, avec, quand j'étais en plus député. Je n'ai jamais critiqué le président Mathieu Caricou. Je retiendrai cette phrase. Les insultes, c'est pour les faibles. Les insultes, c'est pour les faibles. Ouais. Je n'ai jamais insulté un ministre du président Mathieu Caricou, bien au contraire. Et quand mon père était au pouvoir, j'avais l'élégance de discuter, de soutenir, voire d'aider des gens qui n'étaient pas de mon bord politique. Parce que, vous savez, on a un tout petit pays. Moi, j'ai des parents qui viennent d'Abomey, de Ouida, de Porto Novo, du Nord, de Paracou, de Natitingou. Il y a un grand brassage entre notre population. Et donc, je crois que même dans les collaborateurs que j'ai, je ne me soucie pas de savoir d'où ils viennent. Ils sont avant tout béninois. Et même si je peux faire venir d'autres personnes, d'autres nationalités, ce que je demande, c'est les compétences, la loyauté, l'honnêteté, hein, le fait qu'on puisse me critiquer, parce que je ne suis pas Dieu, et qu'on m'apporte la contradiction. Donc, ça, c'est le côté culture anglo-saxonne que vous avez certainement eu à acquérir du côté du Canada. oui, je pense que après il y a l'éducation personnelle qu'on a et les valeurs qu'on a et sur lesquelles se fonde une action politique. Et je pense que je suis passé dans 2 ministères. Je crois que si les gens sont honnêtes, je n'ai jamais cherché à prioriser une ethnie en faveur de l'autre. Je n'ai jamais voulu favoriser telle ou telle personne
au détriment d'une autre. J'ai pris des compétences, des gens que même j'ai trouvés quand j'étais au ministère, qui étaient déjà au ministère avant ma nomination, qui sont restés là, qui m'ont apporté leurs compétences, leur savoir-faire. Je crois que c'est ce qui est important. Maintenant, vous ne me mentirez pas ou me contredirez pas en disant qu'aujourd'hui, le monde vit une situation économique difficile. Ça fait cela depuis un certain nombre d'années et cela va perdurer. Nous avons la chance à la fois de n'être pas tombés dans les dérives financières que connaissent aujourd'hui certains pays occidentaux, mais même si je pense que l'accès au crédit est important, aucun pays au monde ne s'est développé, n'a développé ses infrastructures industrielles, sanitaires, et j'en passe, sans emprunter sur les marchés financiers. Donc nous sommes contraints, en tant que membres de la zone CFA et de la zone franc, à avoir un budget en équilibre, c'est-à-dire si vous avez des dépenses, vous devez avoir à côté des recettes. Ça nous restreint dans notre politique d'infrastructure, dans notre développement au niveau industriel. Aujourd'hui, nous avons des tas d'enfants qui sont au chômage, de jeunes diplômés au chômage. On va y arriver. Laissez le chômage. Alors dites-nous d'abord sur le plan économique, comment on fait pour s'en sortir aujourd'hui? Vous, est-ce que vous avez un plan? Parce que là, aujourd'hui, quel est votre scénario préféré, on va dire ça? Mon scénario préféré, nous avons la chance d'avoir à notre frontière un grand pays qui s'appelle le Nigeria. 300 millions d'habitants. Vous êtes un peu généreux, je dirais 200 millions aujourd'hui, mais un grand pays. Et quand on voit de par le monde, les grands pays se sont développés sur leur continent grâce à des pays qui étaient importants au niveau démographique. Vous voyez le Canada et le Mexique ont la chance d'avoir les États-Unis. Vous voyez l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, ils ont le Brésil. Vous voyez les pays d'Asie du Sud-Est, ils ont la Chine. Et vous voyez l'Europe, ils ont la France et l'Allemagne. Et le Bénin. Et le Bénin a la chance d'avoir le Nigeria. Donc ce que nous devons faire, c'est formaliser nos relations économiques avec ce grand voisin. Faire en sorte que nous sortions de l'informel pour basculer dans le formel. Nous avons, je vous donne un exemple, aujourd'hui, malgré les problèmes que rencontre le Nigeria est aujourd'hui la 3e puissance au niveau du cinéma, grâce à Nollywood. Mais ils n'ont pas toutes les infrastructures pour continuer dans cette percée. Le Bénin pourrait être un des réservoirs, une belle plateforme, plateforme pour aider le Nigeria à se développer dans ce secteur. Et même le Bénin peut aussi être, comme on dit, un partenaire de service. Exactement. Mais nous avons aussi, le Bénin devrait être le grenier du Nigeria. Tout dernièrement, je suis parti au niveau rencontrer des experts agronomes, il y a quelques jours, qui m'ont dit que nous avons une terre dans l'Atlantique qui est très fertile pour les industries, pour la production maraîchère et aussi la production de tubercules. Il n'est pas normal que on ne puisse pas développer ce secteur agricole. Justement, parlant de vous attaquez bien, parce que j'allais y arriver, mais comme vous êtes assez intelligent, vous attaquez toujours avant moi. Alors dites-moi sincèrement, aujourd'hui, pourquoi le Bénin ne s'adonne pas à l'agriculture? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Effectivement, vous me donnez la possibilité de faire cette belle transition. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer sur le plan, on ne peut pas développer l'agriculture au Bénin? Est-ce que la terre, vous avez dit la terre est riche, alors que d'autres disent qu'elle est pauvre? On fait venir les tomates, on fait venir, comme on dit, les mangues, on fait tout venir pratiquement de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Malheureusement, les tomates, les oignons viennent soit du Burkina Faso, soit du Togo. Je dirais que c'est une option politique. Je sais qu'on me critiquera en disant ça, mais je dirais simplement que, en ma qualité d'ancien ministre des Sports, voire de ministre de la Culture, j'ai eu à m'interroger... Sport, culture, agriculture. Oui, mais j'ai eu à m'interroger, même en Conseil des ministres, en disant, nous avons une expérience intéressante qui se trouvait à Porto Novo, le centre Songhai. Génial, Je l'ai dit, vous savez, les images sont là, devant les jeunes, à l'époque, quand j'étais ministre des Sports, parce que nous avions un fonds dédié à l'emploi des jeunes, et j'avais dit, mais commençons par déjà dupliquer dans les 12 départements
cette réussite qu'est le centre Sanghaï. Maintenant, il nous faut aussi sortir de cette, je dirais, de cette politique qui veut que toutes les subventions accordées à l'agriculture aillent au coton. Depuis une décennie, les prix des cours mondiaux du coton ne font que s'abaisser. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas continuer à subventionner le coton. Mais si vous subventionnez un secteur qui malheureusement, sur les cours mondiaux, vous montre qu'ils ne font que baisser, la rentabilité que vous allez avoir sera de toute façon déficitaire. Il faudrait à un moment donné se dire pourquoi ne pouvons-nous pas prioriser d'autres secteurs au niveau agricole, subventionner l'ananas. Vous savez, moi j'ai été exportateur et à un moment donné producteur d'ananas il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin d'être martien pour savoir comment ça se passe. Les Ivoiriens, même qui ont arrêté leurs exportations d'ananas, on n'en voit pratiquement plus sur les marchés européens. Aujourd'hui, l'ananas béninois est un très bon ananas, un taux de sucre de 13%, alors qu'à l'époque, l'ananas ivoirien était de 7%. Mais aujourd'hui, sur les exportations étrangères, vous voyez l'ananas camerounais et l'ananas ghanéen. Qu'est-ce que nous devons faire? Si vous voulez réellement dynamiser cette filière d'ananas, tout ce que nous avons à faire, c'est de monter un centre de conditionnement à Alada. Et vous verrez, un centre de conditionnement va générer à la fois des emplois pour les paysans, mais va amener la qualité de notre ananas à augmenter. Pourquoi? Parce que si vous montez un centre de conditionnement, vous allez avoir sur place, en même temps, les moyens de sélectionner votre ananas, de le nettoyer, de le mettre en carton et après de le transporter à l'aéroport ou au port de Cotonou. Il en va de même pour la filière maraîchère. Il n'est pas normal aujourd'hui que nous ne consommions pas nos produits locaux. Et regardez une autre filière, je suis heureux de voir que l'actuel ministre du Commerce veut se pencher sur la question de la filière anacarde. Il n'est pas normal aujourd'hui que nous puissions avoir une filière qui est juste livrée à des Indo-Pakistanais qui viennent prendre notre anacarde et qui l'envoient dans leur pays. On pourrait générer des revenus en faisant en sorte de soutenir les rares promoteurs d'anacarde qui pourraient amener des unités de transformation au niveau local. Cela donnerait des emplois pour toute la filière et des revenus conséquents, d'autant plus que nous savons que l'anacarde béninois est l'un des meilleurs au niveau africain, avec la Guinée-Bissau et le Mozambique. Alors, voilà, on va dire ça comme ça, c'est Gagnou Soglo, Gagnou Daouda Soglo, comme vous l'avez jamais entendu, c'est sur Océan FM. Ne ratez surtout pas ça. Oui, Lolo. Si tu permets, on va passer au micro-trottoir. Oui, vous avez raison, on va attaquer le micro-trottoir et puis on va voir un peu si le monsieur le ministre, comme vous l'avez appelé Lolo tout à l'heure, connaît bien son pays et connaît bien, comme on dit, le panier de la ménagère. C'est très important à souligner. Soglo, j'ai une bonne impression. Je pense que les ministres de la culture que nous avons eu jusque-là, aucun... Je les remercie. Vous savez, il y a un vieil adage béninois qui dit que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Et c'est pour ça qu'en qualité de ministre, ne serait-ce que de la culture, on a essayé de faire un travail que peut-être nos concitoyens n'ont pas vu, n'ont pas perçu, mais pour réellement emmener un changement qualitatif dans ce secteur, il fallait qu'on s'occupe du statut de l'artiste. Nous avons travaillé là-dessus avec les membres du ministère. Et donc, il y a aujourd'hui un statut de l'artiste. Il y a aujourd'hui une politique nationale de la culture qui a été modernisée. Je n'ai fait que reprendre ce vieil adage, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Le ministre Ntondi avait, dans les années 90, travaillé déjà sur un projet de politique nationale de la culture. Nous n'avons fait que apporter des nouvelles touches, eu égard
aux changements aujourd'hui que nous observons dans ce secteur. Mais je devrais dire par rapport à ce que certains auditeurs ne savent pas. En ma qualité de ministre, nous avons eu à travailler avec la directrice du Fonds d'aide à la culture et surtout au niveau du conseil d'administration avec les artistes eux-mêmes. Ouais. Et ma bataille a été à deux niveaux. Et je l'ai dit plusieurs fois en conseil des ministres, mais ce sont les artistes eux-mêmes qui ont refusé. La première des choses, il vous faut une salle, il vous faut un espace culturel propre à vous. Et qu'est-ce que nous avons dit aux artistes? Au bout de 10 ans, l'État aura mis 10 milliards dans le fonds d'aide à la culture. Si nous prélevons 200 millions par année, vous aurez un espace culturel à vous, multidisciplinaire. Les membres du conseil d'administration et les artistes dans leur globalité ont refusé. Alors oui, peut-être qu'en ma qualité de ministre et d'homme public, j'aurais dû dire je l'impose. Mais pour l'imposer, encore aurait-il fallu qu'en conseil des ministres, on me suive sur cette voie. Je ne suis qu'un ministre de la culture. J'ai un président autour de moi, au-dessus de moi, et des ministres d'État au-dessus de moi. Et donc, le conseil des ministres n'a pas approuvé cette décision. Il en est de même pour la question de l'assurance pour les artistes. Ouais. Nous avons eu à faire un travail et nous avons demandé aux artistes qu'il fallait qu'on commence par un prélèvement au niveau du montant alloué au Fonds d'aide à la culture du milliard culturel. Ils ont refusé. Nous avions été très loin. Nous avions commandité une étude avec un assureur de la place qui nous avait dit vous allez mettre, l'État va mettre au pot en prélevant une partie du Fonds d'aide à la culture, et après les artistes auraient mis une quotité disponible minime. Ce sont les artistes eux-mêmes qui ont refusé. Et je l'ai dit plusieurs fois. Donc, la critique, elle est pertinente, mais je pense que elle doit être réellement comprise à deux niveaux. D'abord, ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont refusé. La deuxième des choses, je ne pouvais pas, en ma qualité de ministre, l'imposer, puisque j'appartenais à un gouvernement, il y a un conseil des ministres et il y a surtout un chef de l'État. Donc voilà, je pense que pour la question de l'auditeur qui disait que je suis à Paris, d'abord je vais vous dire, je suis surpris qu'on ait voulu faire croire que j'avais quitté le Bénin, mais je suis bien chez moi. Je voyage comme n'importe quel acteur politique, même au gouvernement, voyage. Je ne sais pas pourquoi on veut faire croire aux Béninois que Gagnon Soglo a quitté le territoire national. Je suis chez moi. Maintenant, je voyage en ma qualité de citoyen béninois et aussi pour prendre des contacts à l'étranger pour pouvoir parvenir à mes fins en ce qui concerne la fondation que j'ai créée. Mais je crois qu'on a voulu faire passer dans la tête des gens parce que ce n'est pas la première fois que j'ai entendu dire ça. Je l'ai même entendu de la part même d'acteurs étrangers, c'est-à-dire des ambassadeurs, ne parlons même pas de certains ministres d'État, même du président maire. J'ai dit, mais quelle est cette foutaise? Gagnon Soglo n'ira nulle part. Je suis bien chez moi. Quand mon père a perdu le pouvoir en 1996, mais je suis resté au Bénin. Mon père et mon frère sont partis pendant 2 ans à l'étranger. Je n'ai pas bougé. Donc je ne vois pas pourquoi on veut faire croire que Gagnon Soglo, l'année dernière d'ailleurs, quand je suis parti à la présidence rencontrer le chef de l'État suite à l'affaire qu'on avait eu à écrire sur moi sur Internet, que j'étais un trafiquant de drogue, j'ai vu le ministre d'État, Kogin Doro, qui m'a dit, mais tu vis à l'étranger? J'ai dit, mais pourquoi veux-tu que je vive à l'étranger? J'ai quelque chose à me reprocher au Bénin? Mais je suis bien chez moi. Je ne compte pas aller vivre en France. Mais les pays européens traversent une période difficile. Vous voulez que moi j'aille me garer à Paris pour quelle raison? Il fait bon vivre chez moi, même si c'est vrai, quand je dis il fait bon vivre, en tout cas il y a du soleil, et je suis dans mon élément. Hein, et on n'est jamais aussi bien que chez soi. Donc je tiens à dire aux uns aux autres de ne pas écouter
Je dirais ces colportages politiques qui veulent faire croire que Gagnon Soglo a déserté le forum. Alors, Gagnon Soglo est bel et bien au Bénin, il n'a pas bougé, la rumeur est facile dans ce pays quand même, hein, on va dire ça comme ça, on reviendra tout à l'heure sur la rumeur effectivement sur le plan sécurité. Alors dites-moi, monsieur Gagnon Soglo, aujourd'hui vous avez, comment dirais-je, la charge, la lourde charge d'écouter votre peuple, puisque vous êtes sur le terrain, vous avez la lourde charge, comme on dit, d'aller voir effectivement, comme on dit, d'aller palper le réel, hein, c'est pour ça que vous êtes sur le terrain, il faut le rappeler aux gens que monsieur Soglo est en ce moment, comme on dit, à l'écoute du peuple béninois, de la jeunesse béninoise, mais cette jeunesse va mal à l'heure actuelle, on n'arrive pas à bien manger dans ce pays, comme on dit, le panier de la ménagère, comment dirais-je, commence à maigrir, on va dire ça entre guillemets. Alors dites-moi aujourd'hui, on va faire un petit jeu avec vous pour voir effectivement si vous êtes au parfum, on va dire ça comme ça. Combien coûte un litre d'huile ici au Bénin? Oh, autour de 800 francs CFA, mais vous savez... Je vais construire avec vous un panier de la ménagère, si vous le permettez. Oui, bon, moi j'ai la chance... de ne pas faire la cuisine? Non, d'aller moi-même au marché. Donc j'adore les fruits et légumes. Ouais. Et donc... vous êtes végétarien? Pas totalement, mais je crois que pour ma santé, il est bon de manger beaucoup de fruits et des légumes. Et c'est pour ça que... Bon, à chaque fois, les gens me disent, mais tu es malade? Je dis, non, je ne suis pas du tout malade. Ouais, c'est vrai qu'on s'est soucié de votre santé à un oui, moment donné. c'est vrai, mais bon, quand les gens te voient, on dit pourquoi? Pourquoi? Il faudrait à mon âge que j'ai un ventre de 2 km? Non, je suis sportif, je nage tous les jours et je fais attention à mon alimentation. Et bien justement, ce ventre-là, c'est par rapport à la malbouffe, on va dire ça comme ça, à la mauvaise alimentation du Béninois, qui aime bien sa pâte, qui aime bien, comme on dit, certains mecs qui vont pousser le bide. Oui. Si tu permets, parce que nos auditeurs, ils sont en majorité jeunes. Ouais. Moi, je voudrais, surtout qu'avec le ministre, on aborde une proposition de loi qui a été faite depuis... On va y arriver, par rapport au logement. Oui, c'est marqué, on va y arriver, vous inquiétez pas, Lolo. Sauf si on n'a pas beaucoup de temps, hein, mais si on a du temps... on en a de moins en moins. On en a de moins en moins, il nous reste combien? On va parler de sport aussi. Oui, il nous reste combien? Moins d'une demi-heure. Bon, d'accord, on va attaquer rapidement. Alors, on va faire un petit, comment dire, on va aller au petit trou ou alors au pas de course? Au pas de course, si vous voulez. Allez, on y va alors. Alors, vous avez dit un litre d'huile, on est à peu près à 800 francs CFA. Alors, comme ça... Et encore, attention, parce que si vous allez le chercher dans les supérettes ou à Erevan, alors là, vous êtes à 3000, 4000 francs CFA. Voilà, on prend le panier de la ménagère, là où elle va chercher le litre, oui. Voilà, 800 francs. Alors, le maïs qu'affectionnent les Béninois, il est à combien Mais aujourd'hui, la mesure de maïs est à peu près à 250 francs CFA. Bon, on va vérifier tout ça, hein, parce qu'on vérifie avec les auditeurs au fur et à mesure. Sûr, oui. Alors, comment dirais c'est cette pâte que les gens aiment bien, ce gari, on l'appelle mouillot d'un côté, ça dépend de la couleur. Hein. Voilà, il est à combien le gari? Attendez, ça dépend de quel gari à laquelle vous faites référence. Soit c'est le gari, petit gari, mais qui n'est pas propre, il se vend à peu près à 350 francs CFA la mesure. Sinon, le gari propre, à autour de 600 francs. Alors celui qui n'est pas propre, il faut le laver plusieurs fois. Exactement. Waouh, on va y arriver. Alors le riz, bon, on aime bien manger le riz aussi, ça fait partie des mets de luxe oui, parce que vous avez deux sortes de riz. Le riz normal, hein, est à peu près à 500 francs CFA. Maintenant, si vous prenez le riz parfumé, on est autour de 1000 francs CFA le kilo. Pas mal. Et la tomate? Bon, ça dépend de quelle tomate, mais si vous prenez en détail, si vous prenez 8 tomates, pour essayer de faire une petite sauce, on est autour de 500 francs CFA. Alors parlons poisson-bœuf, voilà, les aliments, ça manque dans le panier de la ménagère, c'est énorme, ça coûte énormément cher, j'en sais quelque chose, mais je préfère vous laisser attaquer, on va voir ça. Vous savez, il y a quelques années, après la dévaluation de 1994, nos mamans au marché arrivaient à trouver encore 1000 francs CFA, et avec ces 1000 francs CFA, arrivaient à manger. Aujourd'hui, le kilo de poisson tourne autour de 1500 francs CFA le kilo. Commence à être lourd, hein. Si vous prenez le kilo de bœuf, alors il faut le différencier entre le bœuf qui est sans os ou avec os. Alors sans os, on tourne autour de 2500. Avec os, non, sans os, 2500, oui, avec os, 2200. Et maintenant, si vous prenez le kilo de mouton, on tourne autour de 3000 francs, 3500 francs le kilo. Comment voulez-vous que le Béninois, une famille béninoise, puisse aujourd'hui manger à sa faim et avoir un repas équilibré par jour? Alors on va laisser le piment et tout est petit, on passe à l'igname que les gens affectionnent, et surtout le sucre. Écoutez, si vous prenez, moi j'adore l'igname, mais surtout bouilli. Ah ouais, pas pilé.
Non, si j'aime une fois par mois, un bon igname pilé avec une bonne sauce. D'ailleurs, j'ai demandé à ma tante tout à l'heure de me faire un igname pilé avec du fromage. Bon appétit, monsieur Soglo. Ouais, ouais. Mais en général, je préfère couper mon igname et le faire bouillir. Ouais. Mais aujourd'hui, 3 ignames, et je parle pas de la rose de l'igname, qui est le labocor, hein. 3 ignames, c'est 1500 francs. Ouais. Donc, Quel chef de famille vous faites, hein? Non, L'abattoir non. n'est pas loin, on va vérifier tout à l'heure le prix Oui, du kilo mais écoutez, de viande. vous demanderez Alors, à vos auditeurs. alors là, on fait une transition rapide et on attaque effectivement, après avoir mangé, il faut dormir, hein, il faut se reposer, donc on attaque le logement si ça vous dit. Ouais. Si ça vous dit. Donc de ce côté-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Gagné Soglo est content de ce qui se passe dans ce pays? Aujourd'hui, on demande à un Béninois d'avoir 1 an de loyer payé plus 6 mois. Non, 1 an de caution, 6 mois. Oui, ouais. Merci, merci Lolo. 1 an de caution, 6 mois de loyer. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on demande aux Béninois d'aller voler pour pouvoir se loger aujourd'hui? Après avoir eu une difficulté pour s'alimenter, les familles ne sont pas. Tenez, avant de continuer, combien mangerait une famille aujourd'hui? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire que la famille béninoise aujourd'hui mange à l'aise ou alors s'abstient de bouffer, de manger, comment on dit, aujourd'hui, 3 repas par jour vous avez et une malnutrition, passe à 1 repas? Parce que si aujourd'hui, il faudrait minimum 3000 francs CFA pour une famille de 4 à 6 personnes pour manger normalement. Fois 30, ça commence à avoir un salaire quand même assez conséquent. Vous êtes entre 150 000 francs CFA et 250 000 francs CFA. Pour vivre. Pour vivre. Ouais. Ne serait-ce que pour manger matin et soir. Ouais. On ne parle même pas du petit déjeuner. Ouais. Combien de gens peuvent arriver à se nourrir convenablement? Alors les salaires ne suivent pas. Non, alors que nous avons une terre mais qui devrait pouvoir... Aujourd'hui, quand vous allez au marché, les choses ont triplé. Moi, l'ananas que je prenais, parce que je suis furieux d'ananas et de mangue, a triplé. Donc, on devrait prioriser notre sécurité alimentaire. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, la plupart de certains de nos partenaires, voire de certaines banques privées, achètent massivement les terres africaines et les terres béninoises, mais demain, vous ne contrôlerez même plus votre sécurité alimentaire. Les gens vont produire, vont exploiter votre terre, vont envoyer le produit de cette exploitation dans leur pays, et le peu qui restera, ils le vendront au prix qu'ils décideront de le vendre. Et c'est pas normal. Je crois que les pays africains doivent se rendre compte que ce qui est important avec la question de l'énergie, c'est la bouffe. Et si vous n'arrivez plus à nourrir votre peuple, et si votre peuple est mal nourri, il en va de sa santé, il en va aussi de son moral et de son mental. Donc vous avez une paupérisation à tous les niveaux de l'individu. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devrions, chacun d'entre nous, en tout cas les acteurs politiques et le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui peut aider un gouvernement, c'est pas le gouvernement ouvre des voies, mais c'est le secteur privé qui crée la richesse en employant des gens. Il faudrait amener la plupart de ces opérateurs économiques à investir massivement dans ce secteur. Encore faudrait-il que le gouvernement les incite. On peut inciter quelqu'un en lui octroyant des exemptions, des déductions fiscales. Et vous m'amenez sur un autre parallèle. J'ai été député, j'ai été ministre. J'ai déposé au président de l'Assemblée nationale une proposition de loi sur le sport et sur la culture. J'ai pris ce document, je l'ai donné à l'actuel Premier ministre en lui disant, si l'Assemblée ne veut pas voter une loi qui va toucher la majorité de notre population, c'est-à-dire les jeunes qui veulent s'adonner au sport, qui veulent s'adonner à la musique, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous les musiciens? Mais ce que j'ai fait en qualité de ministre de la Culture, j'ai fait en sorte qu'on puisse passer des concerts en playback aux concerts en live. Mais encore faudrait-il qu'en amont, le matériel de musique puisse être exempté de droits de douane. Avez-vous un budget conséquent pour pouvoir arriver à vos fins? Mais écoutez, on ne peut pas comprendre que l'État béninois ait accordé des exemptions pour le matériel informatique, et qu'on n'accorde pas des exemptions douanières, fiscales, pour le matériel sportif et le matériel de musique. Alors que nous avons fait un atelier à l'Assemblée nationale quand j'étais député, qui a montré que la part dévolue à ces exemptions touchant le domaine du sportif et culturel est 3 fois inférieure au matériel informatique.
j'en ai parlé au ministre Koupaki, en lui disant, le gouvernement peut faire un projet de loi. Si les députés ne proposent pas une loi, je n'ai pas été entendu. Donc c'est ça la réalité. Il n'a pas réagi par rapport à ça? Mais personne n'a réagi. Les députés aujourd'hui ne réagissent pas. Et les jeunes, alors, vont continuer à vouloir croire des gens qui disent « nous sommes les candidats des jeunes ». Mais si vous êtes les candidats des jeunes, votez cette loi. Cette loi, en 6 mois, elle aura un impact sur le quotidien de nos populations. Avec une ouverture sur une création d'emplois. Exactement. Parce que derrière, il n'est pas normal que... C'est comme si c'était encore la traite des nègres. La plupart, quand vous prenez le football ou l'athlétisme, pour ne citer que ces 2 secteurs sportifs, vous voyez des nègres en Occident, mais derrière cela, on oublie qu'il y a des tas de radios sportives, il y a des tas d'agences sportives, il y a des tas de chaînes de télévision sportives, et que nous reste-t-il, nous, chez nous? Et quand j'ai déposé cette proposition de loi, j'ai parlé aux députés, et il y a un député qui en a parlé de la question du logement. Le député Quenom. Allez-y, attaquons le logement. Député Quenom, et j'ai eu à faire une proposition dans ce sens, en disant, il n'est pas normal que des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ou qui sont sur le marché du travail, mais n'ont pas suffisamment d'argent, on leur demande 2 ans, je dis bien 2 ans, de loyer pour pouvoir intégrer une maison. Une maison. Ou un appartement. Bon, quand on dit une maison, c'est un coucher, salon couché, hein. D'accord? C'est pas normal. Alors que des pays riches, ne prenons que la France, puisque c'est notre ancien grand frère, mais la France a voté 2 lois. La première, aujourd'hui, avec le Parti Socialiste, où on ne demande que 3 mois de loyer, et pendant la période hivernale, on ne peut pas chasser quelqu'un. Aujourd'hui, est-il normal que les députés ne puissent pas voter une loi sur le logement? C'est vrai que, bon, je vais ne pas me faire aimer des propriétaires. Mais on peut les protéger, mais on doit aussi protéger les consommateurs. Alors, si vous ne faites pas ça, vous emmenez, moi j'ai une fille, vous emmenez les jeunes filles à se prostituer pour pouvoir payer le loyer, et aux jeunes à ne pas se marier, aux garçons à ne pas se marier, ou à différer leur mariage, ou à détourner ou à détourner de l'argent. S'installer. Exactement. Ce n'est pas normal. Je crois que l'État, voire le législateur, doit se pencher sur des questions de société. Il n'y a pas que simplement la question du changement de la Constitution, ou du changement de la Cour suprême, ou de la Haute Cour de justice. Donc le Premier ministre peut prendre un arrêté, ou alors, je sais pas moi... Oui, le gouvernement peut le faire. Le gouvernement peut faire un projet de loi. Et je ne comprends pas que les jeunes ne s'indignent pas face à ça. Mais est-ce que c'est pas une façon de ne pas valoriser les gens qui font des propositions de loi? Parce qu'il faut que cette loi porte le nom de la personne. Écoutez, vous savez... Je dis peut-être une connerie, hein. Ça fait plus de 10 ans que je parle de ça. Quels jeunes s'indignent? Les gens pensent que les choses vont se faire à leur place. La loi Quenom, la loi Soglo, ça dérangerait? Oui, les gens, oui, bon, ben, alors que c'est bête, alors que ça touche tout le monde. Ben, bien sûr, bien. D'accord. Ça valoriserait, vous savez, quand on parle de sport, j'ai été ministre des Sports, le sport commence à l'école. Monsieur le ministre, si vous le permettez, on va justement aborder le volet sportif. Le volet sportif, ce sera pour conclure l'émission. D'accord. Alors, pour revenir aux sportifs, vous avez été quand même initiateur d'une belle, comment dirais-je, d'une belle réforme, on va dire ça comme ça, même si ça dérange beaucoup de personnes. Si on en est aujourd'hui au football professionnel au Bénin, on le doit à M. Soglo quand même, parce que au partir d'une sorte de mauvais parcours en 2008 au Ghana, on arrive à, comment dirais-je, aux états généraux du sport que vous avez organisé dans ce pays, et ensuite à la recherche d'un partenaire efficace pour pouvoir effectivement injecter de l'argent dans ce sport-là, et dans le football aussi en particulier, et on arrive à ce professionnalisme. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez un peu la famille, bon, c'est fini, hein, on va dire ça comme ça, la querelle est éteinte, mais il y a encore des foyers qui sont un peu allumés un peu partout. Est-ce que ça vous déchire pas? Est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise de voir effectivement que la famille du football en particulier se déchire et, comment dirais-je, on va dire ça comme ça, se met à mal devant la population et devant le monde entier? Je devrais dire que je dis souvent qu'on n'a jamais totalement raison, on n'a jamais totalement tort. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Beaucoup de socios des requins se rappellent que, en ma qualité de président des requins, j'ai été malmené par la Fédération béninoise de football.
Mais le jour où je suis devenu ministre, je représentais mon pays, la nation. Et donc, j'ai préféré, et je pense que c'est normal, tu ne deviens pas ministre pour régler des problèmes personnels. Tu viens en qualité de ministre pour travailler pour ton pays. Et donc, ce n'est pas le ministère, ni le ministre, qui a vocation à vouloir faire un coup d'État à la fédération. Et je l'ai dit à l'époque, je ne suis pas là pour faire tomber le président Anjorin. Alors les mauvais langues ont commencé à dire, oui, c'est parce qu'il bouffe avec le président Anjorin. Mais je tiens à dire, je n'ai jamais donné de l'argent au président Anjorin, il ne m'a jamais donné d'argent. Je le respecte, il me respecte. C'est ce qu'on dit d'ailleurs du ministre actuel. Je ne peux pas le regarder au visage, il ne peut pas me regarder au visage, c'est très clair. Mais par contre, j'ai pensé qu'il fallait aller vers un professionnalisme. Mais je ne l'ai pas fait seul. Les gens de la fédération ont mis la balle à terre. Les gens du ministère ont mis la balle à terre. Et j'ai eu à dire à une séance de travail, les problèmes de la famille du football restent dans la famille du football. Vous savez, moi, n'eût été mes parents, j'aurais fait du sport à un niveau professionnel. Ils ont refusé. Quand j'avais 15-16 ans, j'étais déjà champion départemental de 100 mètres en France. Quand je parle de sport, je sais les souffrances d'un sportif. Moi, quand j'entends certaines personnes aujourd'hui dire oui, on était sportif et qu'ils ont un vent de 2 km, moi, ça me fait rire. Je crois que les souffrances d'un sportif sont importantes. Et c'est pour ça que, quand j'ai été ministre des Sports, j'ai fait en sorte que les primes des joueurs, surtout les primes dévolues aux sportifs béninois, quels qu'ils soient, qu'on parle de football ou autre, aillent aux sportifs. Je mets au défi un footballeur béninois et un sportif béninois de dire que Gagnou Soglo a pris 100 francs CFA de sa prime. Bédépont. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même... Ça veut dire quoi, Bédépont? Jamais. Ah, d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, je connais les souffrances d'un sportif quand il fallait se lever à 7 h du matin, en hiver, s'entraîner. Donc, vous n'avez pas vocation à prendre l'argent des sportifs. J'ai adoré le fait que le président Anjorin ait compris ça. Je lui ai dit, allons ensemble vers un championnat professionnel. Si vous allez vers un championnat professionnel, mais vous allez y trouver vos intérêts parce que vous allez avoir des sponsors. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, toute la crise qu'il y a eu est dommageable pour notre football parce que bon, les jeunes veulent jouer, ils veulent aller au stade. Mais j'ai eu à dire aussi, le rôle aussi d'un ministre, c'est pas de gérer la fédération béninoise de football, c'est s'occuper à faire aussi en sorte que le sport et la musique reviennent à l'école. Et j'ai eu avec l'ancienne ministre Mouassavi. Mais M. Soglo, on est à un niveau aujourd'hui où il n'y a pas d'espace. Oui, mais attendez, mais je vais vous dire, dans les années 70, mais il y avait un championnat scolaire. Exactement. Mais attendez, écoutez, ce que je dis là, mais je n'ai rien inventé. Et quand j'ai été ministre, on a fait un plan d'axe autour de 4 points. Le premier point, c'était le retour du sport à l'école. Je suis parti voir la ministre Mouassavi à Porto-Novo en disant comment pouvons-nous faire pour que le mercredi, le samedi, ou peut-être tous les après-midi, il y a des pays comme l'Allemagne où tous les après-midi ça donne au sport ou à la musique. C'est bon pour la santé des enfants, la musique est bon aussi pour leur donner un autre espace de réflexion. Rien n'a été fait. J'en ai parlé à l'actuel ministre Koupaki en lui disant faites l'arbitrage, faisons en sorte que nous ayons un comité interministériel pour nous pencher sur cette question. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Après, les gens me disent, si tu n'es pas d'accord, tu dois démissionner. Non, je ne dois pas démissionner. Au contraire, il faut continuer à pousser, à en parler. Mais quand les gens sont de mauvaise foi, ils vous disent, ben, tu n'en as pas parlé. Mais combien de fois j'ai parlé de tout ce dont nous parlons aujourd'hui? Vous avez parlé de sport-études aussi. Exactement. Voilà, donc, dans les 4 axes que j'ai mis en place, où on a invité la presse à l'époque, rappelez-vous, Jacques, il était question de sport à l'école, il était question de formation, il était question d'infrastructure, et il était question de financement. Mais je n'ai rien inventé. Les pays aujourd'hui, un pays sain doit se donner au sport, mais avoir une vision à court, moyen et long terme. Il n'y a pas de génération spontanée. C'est un travail qu'on se fixe. Et comme on dit souvent au Bénin, c'est autour de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, ben, un ministre s'en va, l'autre vient et il continue. Mais chez nous, c'est toujours un éternel recommencement. On fait comme si rien n'a été fait. M'avez-vous vu un jour
dire que le travail du ministre Roulé ou le travail du ministre Montior était mauvais. Ils ont fait leur travail. Toi maintenant, fais ton boulot. Tu n'as pas vocation à venir insulter un ministre. Ça a été mon cas quand j'ai été ministre de la Culture. Le ministre Toleba a fait un travail, il y a d'autres ministres qui ont fait un travail. J'ai parlé tout à l'heure du ministre Ontondi. Il a été le premier, du moins de l'ère du renouveau démocratique, à se pencher sur la politique nationale de la culture. Je n'ai pas vocation à aller voir un artiste pour dire oui, Toleba est un bandit, il n'a pas fait son travail. Mais non, je l'appelais le Jacques Lang béninois. Pour autant, moi je suis issu d'une famille d'intellectuels où mon père, ma mère m'ont d'abord adonné à la lecture, où j'ai adoré le cinéma. La culture ne se résume pas au concert géant. La culture, c'est les artistes plasticiens, c'est le cinéma, c'est le théâtre. Je suis un homme de culture parce que mes parents sont des personnes de culture. Donc j'ai vécu dans ce domaine. Monsieur le ministre, ça nous ouvre maintenant sur votre fondation que vous avez montée depuis quelques mois. Quel est le contenu parce qu'on va bientôt finir l'émission malheureusement, quel est le contenu de vos activités au sein de cette fondation-là? Oui, vous savez, dans une fondation, on ne peut pas tout faire. Donc, moi, je n'ai pas vocation à aborder tous les secteurs de la culture. Moi, je priorise ce que j'aime, et c'est pour ça que vous êtes président d'une fondation. Sinon, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art plastique. D'accord? Et donc, on travaille avec certains plasticiens, d'accord? Surtout à l'étranger, parce que malheureusement, je peux pas. Il y a déjà un espace qui est aujourd'hui bien travaillé par la Fondation des Issous et par d'autres fondations. Hein. Moi, je n'ai pas envie, forcément, et après, c'est une question de moyens, mais c'est vrai que j'espère un jour avoir un musée. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, c'est quelque chose qui vous intéresse. On parlera de votre comment dirais-je, fondation une autre fois beaucoup plus amplement. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, en 90 secondes, on va dire une minute et demie, est-ce que vous pouvez nous dire effectivement, sur le plan de l'actualité, vous allez la commenter assez rapidement. Alors, on est dans un pays où la rumeur circule, beaucoup de choses se disent, bon an, mal an, et on a des coupures de courant intempestives. Vous allez choisir votre sujet là-dessus et aller très vite. Et qui est des coupures qui sont récurrentes. Et un coup d'État qui a été manqué. Quel est votre avis par rapport à ces deux aspects, tout simplement? Bon, rapidement, sur les coupures intempestives, ça a un impact au niveau de l'économie, parce que ça touche même les tout petites gens. Est-ce que ça a un impact? Oui, ça a un impact, parce que si même le petit vendeur d'eau et de glaçons et ceux qui ont un frigidaire, Ouais. donc ça a un impact sur eux. Donc, ça a un impact encore plus important sur les Béninois dans leur quotidien, qui subissent régulièrement les affres des coupures intempestives. Et plus largement, vous ne pouvez pas penser avoir une politique industrielle si vous ne maîtrisez pas Ouais. votre... Le volet énergie. le volet Au Bénin, on en parle, les médias en parlent, dans tous les médias c'est affiché. Ouais. Quel est le sentiment que vous avez par rapport à ça? Est-ce qu'on est vraiment dans une sorte de stabilité aujourd'hui? Est-ce que quelque part, ça ne dérange pas quelque part les politiciens et surtout celui que vous êtes? En une minute. Oui, en une minute, je dirais que je suis d'abord totalement contre même le fait de parler de coup d'État. Je suis totalement contre. Nous avons une constitution, on peut avoir des problèmes politiques, on peut avoir des divergences, mais il faut laisser le processus à son terme.